Le garçon aveugle tomba par terre et le monde lui tourna le dos. 30 médecins passèrent. Personne ne lui tendit la main, jusqu'à ce qu'une fille pauvre s'agenouille sans hésiter. Et son geste simple changea le cours de nombreuses vies. Qu'en pensez-vous? Que va-t-il se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. L'hôpital Saint-Conrad se dressait imposant au cœur du quartier financier de Paris. Un édifice de verre et d'acier qui reflétait le coucher du soleil comme si de l'or liquide s'écoulait sur ses parois de miroir. À l'intérieur, tandis que le monde extérieur bougeait à son rythme frénétique, la richesse achetait le silence, l'exclusivité et, surtout, l'indifférence. Dans le hall d'accueil principal, où le marbre italien recouvrait chaque centimètre du sol et des œuvres d'art contemporain ornaient les murs impeccablement blancs, Mathieu Vasseur, un garçon de 8 ans, attendait, assis dans un fauteuil en cuir. Ses yeux, bien couverts, ne voyaient pas le luxe qui l'entourait. Aveugle depuis l'âge de 3 ans, lorsqu'une maladie dégénérative avait consumé sa vue, Mathieu avait développé d'autres sens pour percevoir le monde. « Papa, il fait très froid ici », dit-il d'une voix basse, tandis que ses petites mains glissaient sur le revêtement du fauteuil en sentant chaque détail. Ses doigts étaient comme des antennes, captant des textures, des formes et des sensations que les yeux de la plupart des gens ignoraient. Raphaël Vasseur, assis à côté de lui, ajusta l'écharpe autour du cou de son fils. Les mains de Raphaël se mouvaient avec précision, malgré la même cécité qui affligeait son fils. La sienne, cependant, était le résultat d'un tragique accident de voiture qui, en plus de sa vue, lui avait également pris sa femme, Hélène, 5 ans plus tôt. « On va bientôt être pris, mon fils. »« Le docteur Texier doit être en train de terminer sa dernière consultation, » répondit Raphaël, passant la main dans les cheveux bruns du garçon. Raphaël n'était pas un homme ordinaire attendant dans la salle d'attente d'un hôpital. Avant l'accident, il avait été l'un des neurochirurgiens les plus respectés du pays. Après la tragédie et la cécité, il s'était réinventé, orientant son génie vers le marché financier et le développement de technologies médicales d'assistance. En quelques années, il était devenu l'un des hommes les plus riches de France, avec une fortune estimée à plusieurs milliards. Mais toute cette richesse semblait vide comparée à la santé et au bonheur de Mathieu, son unique lien avec Hélène et avec l'avenir. Ce matin-là, ils étaient là pour une consultation de routine. Mathieu se plaignait de maux de tête fréquents et Raphaël, même s'il ne pouvait plus pratiquer la médecine, pensait toujours comme un médecin. Il n'ignorerait aucun symptôme, aussi minime soit-il. De l'autre côté de l'accueil, Marie-Édith, Dita comme tout le monde l'appelait, marchait main dans la main avec sa mère, Louise Simon. À 11 ans, Dita était une fillette aux grands yeux marrons et aux cheveux bouclés attachés en une queue de cheval. Elle portait un simple uniforme scolaire et des baskets qui, bien que propres, montraient des signes évidents d'une longue utilisation. Louise, à 35 ans, portait l'uniforme bleu clair de l'équipe de nettoyage de l'hôpital, les cheveux également attachés, les yeux fatigués de quelqu'un qui se levait avant le soleil chaque jour. « Maman, je peux rester lire ici pendant que tu travailles ?» demanda Dita, serrant fermement un livre de sciences très usé. « Je promets de ne pas déranger. » Louise hésita. Il n'était pas permis aux employés d'amener leurs enfants au travail, mais les cours s'étaient terminés plus tôt ce jour-là, en raison d'une réunion de professeurs, et elle n'avait personne avec qui laisser sa fille. « Oui, ma chérie, mais reste bien tranquille ici, d'accord ? Si quelqu'un te demande, dis que tu attends pour me parler, » répondit Louise, regardant autour d'elle, pour s'assurer qu'aucun superviseur n'était dans les parages. « Je dois nettoyer le 3e étage maintenant, mais je reviens dans 1 heure pour voir comment tu vas. » Dita hocha la tête, s'asseyant dans un coin discret de l'accueil, loin des regards des réceptionnistes qui, de toute façon, étaient trop occupés à s'occuper de l'élite parisienne pour remarquer la présence d'une enfant habillée simplement. La fillette ouvrit son livre, mais ses yeux curieux parcouraient l'environnement. Elle remarqua le garçon aveugle et son père assis de l'autre côté. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils interagissaient qui attira son attention. Une délicatesse, une syntonie presque palpable. Elle observa comment l'homme semblait deviner chaque besoin de son fils, avant même que celui-ci ne l'exprime. Dans un monde où de nombreux parents levaient à peine les yeux de leur téléphone pour regarder leurs propres enfants, cette scène était une rareté. Au centre de l'accueil,
Une trentaine de médecins discutaient avec animation lors d'un petit cocktail improvisé pour célébrer la nomination du docteur Richard Martin comme nouveau directeur clinique de l'hôpital. Les coupes de champagne tintaient, des rires polis résonnaient, et l'air était imprégné de ce type spécifique de prétention que seul l'argent et le pouvoir peuvent produire. Pas un seul regard ne se dirigeait vers Mathieu ou Dita, des enfants invisibles dans un monde d'adultes importants. « Papa, je me sens bizarre », murmura soudain Mathieu. Sa voix, normalement claire et ferme, semblait faible, se perdant presque dans l'air conditionné glacial de l'accueil. Raphaël se pencha vers son fils, inquiet. « Qu'est-ce que tu sens, mon fils ?»« Ma tête, elle est... » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le petit corps de Mathieu se mit à trembler. Un tremblement subtil au début, qui se transforma rapidement en une violente convulsion. Le garçon glissa du fauteuil, son corps tombant sur le sol en marbre avec un son étouffé. « Mathieu !» Le cri désespéré de Raphaël déchira l'air, faisant taire momentanément les conversations alentour. Il tomba à genoux, les mains tremblantes tâtonnant l'espace à la recherche de son fils. « Aidez-moi, mon fils fait une crise, s'il vous plaît. » Ce fut comme si le temps s'était figé. Les 30 médecins, neurochirurgiens, cardiologues, pédiatres, anesthésistes, tous diplômés des meilleures universités du monde, tous ayant prêté serment de sauver des vies, se contentèrent de regarder. Certains avec malaise, d'autres avec indifférence, mais aucun ne bougea. La gêne collective plana lourdement dans l'air, chaque seconde d'inaction augmentant la monstruosité de ce silence. Le docteur Richard Martin, celui qu'on célébrait, fit un pas hésitant en avant, mais s'arrêta en voyant qu'il tenait une coupe de champagne. Il la posa sur une table voisine, ajusta sa blouse blanche et commença enfin à marcher en direction du garçon. Lentement, comme si cette urgence pouvait attendre sa convenance. Mais Dita n'attendit pas. D'un mouvement impulsif, elle laissa tomber son livre et courut vers le garçon à terre. Elle s'agenouilla à côté de Mathieu, ignorant les regards surpris qui se tournaient enfin dans sa direction. « Il fait une crise convulsive », dit-elle avec une clarté surprenante pour son âge. Avec des gestes rapides et précis, elle tourna Mathieu sur le côté, desserra l'écharpe à son cou et maintint sa tête avec précaution pour éviter qu'il ne se blesse contre le sol. « Ça a commencé il y a combien de temps ?» demanda-t-elle à Raphaël, qui essayait encore de comprendre ce qui se passait perdu dans son monde de ténèbres. « À l'instant, peut-être 30 secondes, répondit-il, la voix brisée par la panique. « Quelqu'un peut aller chercher un brancard et peut-être un linge doux à mettre sous sa tête ?» demanda Dita, regardant directement les médecins qui l'observaient maintenant, paralysés par la combinaison inhabituelle d'une enfant commandant une situation d'urgence. L'un des médecins sortit enfin de sa torpeur et s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle. « Je suis neurologue. Laissez-moi vous aider. » Mais Dita ne se laissa pas intimider. « Il doit rester sur le côté pour ne pas s'étouffer, au cas où il vomirait. Tenez sa tête avec précaution mais sans forcer. La convulsion doit suivre son cours. » Le médecin la regarda, surpris par la précision des instructions, et hocha la tête, prenant la position indiquée. D'autres médecins commencèrent enfin à bouger, apportant un brancard appelant l'équipe d'urgence, agissant comme des professionnels auraient dû le faire dès le premier instant. Louise, qui revenait du 3e étage pour voir sa fille, vit la scène se dérouler et se figea, le cœur battant à tout rompre. Tant à... Sa fille, sa petite Dita, était au milieu d'une urgence médicale, donnant des instructions à des médecins diplômés, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La convulsion de Mathieu dura un peu plus d'1 minute, mais pour Raphaël, cela parut une éternité. Quand elle cessa enfin, le garçon resta immobile, respirant de manière superficielle. « Ça va s'en sortir », dit Dita en prenant la main de Raphaël. « Maintenant, il a besoin de se reposer et d'être examiné. » Raphaël, toujours à genoux, tourna le visage en direction de la voix qui lui transmettait une telle assurance. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis Dita » répondit-elle simplement. « Ma mère est infirmière. Enfin, elle l'était. Maintenant, elle travaille au nettoyage ici. C'est elle qui m'a appris quoi faire quand quelqu'un a une convulsion. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, l'équipe d'urgence arriva avec du matériel et écarta tout le monde, y compris Dita, pour s'occuper de Mathieu. Le garçon fut placé sur le brancard et rapidement emmené vers la zone des urgences, Raphaël étant guidé par une infirmière à ses côtés. Dans l'accueil, le silence qui suivit fut assourdissant. Les médecins retournèrent lentement à leur conversation,
mais l'ambiance de célébration s'était évaporée. Certains regardaient hors le sol, d'autres consultaient leur montre, prétextant des engagements urgents. Louise s'approcha de sa fille, la serrant dans une étreinte forte. « Mon Dieu, Dita, qu'est-ce qui s'est passé ici ?»« Le garçon a eu une convulsion, maman. J'ai juste fait ce que tu m'as appris. » Dita semblait calme, mais ses mains tremblèrent légèrement. « Tu n'aurais pas dû t'en mêler, ma chérie. Et s'il s'était passé quelque chose de grave ?» Louise parlait bas, regardant autour d'elle, craignant d'attirer l'attention. « Mais personne ne faisait rien, maman. Tous les médecins sont restés là à regarder. » L'indignation dans la voix de Dita était palpable. Ce qu'aucune d'elles ne savait à ce moment-là, c'est que tout avait été capturé par les caméras de sécurité de l'hôpital. Chaque seconde de l'inaction des médecins et de l'action décisive d'une fillette de 11 ans en basket usé était enregistrée, attendant le bon moment pour ébranler les fondations de ce temple de l'indifférence. Dans la salle d'urgence, Mathieu reprenait conscience lentement, tandis que des médecins désormais extrêmement attentifs l'examinaient sous le regard vigilant de son père. « Où est la fille qui m'a aidé ?» fut la première chose que Mathieu demanda, la voix faible mais claire. Raphaël tenait fermement la main de son fils. « Je ne sais pas, mon fils, mais nous allons la trouver pour la remercier. » Dans le couloir, Louise fut appelée par sa superviseure. Son visage blêmit. Elle allait certainement être réprimandée pour avoir amené sa fille au travail, peut-être même renvoyée. Le cœur serré, elle demanda à Dita d'attendre pendant qu'elle réglait la situation. « Madame Simon, nous devons parler de votre fille », commença la superviseure, une femme d'âge mûr à l'expression sévère. « Ce qu'elle a fait aujourd'hui, je sais que j'ai eu tort de l'amener, mais je n'avais personne avec qui la laisser aujourd'hui. Je promets que ça ne se reproduira plus. » l'interrompit Louise, les mots sortant précipitamment. « Ce n'est pas à ce sujet, » la surprit la superviseure. « C'est à propos de ce qui s'est passé à l'accueil. Monsieur Vasseur veut vous parler à toutes les deux. »« Vasseur, le père du garçon ?» Louise écarquilla les yeux, surprise. « Oui, Raphaël Vasseur. Vous savez qui c'est ?» Louise secoua la tête négativement. Il était l'un des neurochirurgiens les plus renommés du pays avant l'accident qui l'a rendu aveugle. Maintenant, il est propriétaire de Hervé Technologies Médicales et l'un des principaux actionnaires de cet hôpital. La superviseure baissa la voix. « Et votre fille vient de sauver son fils devant toute la direction médicale qui n'a pas bougé le petit doigt pour aider. » Le monde de Louise sembla tourner. Sa fille, sa petite Dita, au centre d'une situation si complexe. Peur, fierté et inquiétude se mélangeaient dans sa poitrine. « Il est furieux ?» demanda-t-elle, craignant la réponse. La superviseure esquissa un sourire tendu. « Pas contre vous. » Pendant ce temps, dans la salle technique de l'hôpital, un jeune technicien de sécurité regardait et regardait encore les images capturées par les caméras. Mathieu tombant, les médecins paralysés, Dita courant pour aider. La séquence était si percutante qu'il ne put résister. Il fit une copie du fichier et l'envoya à sa propre adresse e-mail. Ce soir-là, lorsque Mathieu fut transféré dans une chambre privée pour observation, Raphaël passa plusieurs appels téléphoniques. Il voulait tout savoir sur la fillette qui avait sauvé son fils et sur sa mère. Une ancienne infirmière travaillant maintenant au nettoyage de l'hôpital? Pourquoi? Comment quelqu'un avec une formation dans le domaine de la santé finissait-il ainsi? Les réponses arrivèrent rapidement. Louise Simon, 35 ans, infirmière diplômée avec d'excellentes références, avait perdu son emploi lorsque l'hôpital où elle travaillait avait fermé, 3 ans plus tôt. Depuis, elle n'avait pas réussi à retrouver un poste dans le domaine de la santé et avait accepté le travail de femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa fille. Marie-Édith, 11 ans, élève exemplaire dans une école publique, vivait seule avec sa mère depuis que son père les avait abandonnés quand elle avait 2 ans. Raphaël sentit une connexion immédiate avec cette histoire. Lui et Louise, de manière différente, avaient affronté des retournements brutaux du destin. Tous deux élevaient leurs enfants seuls. Et maintenant, par une coïncidence, ou était-ce autre chose, leurs chemins s'étaient croisés. Le lendemain matin, alors que Mathieu dormait encore, Raphaël demanda à son assistant d'amener Louise et Dita dans la chambre. Il voulait les remercier personnellement, loin des regards curieux et des oreilles indiscrètes de l'hôpital. Louise entra dans la chambre avec hésitation, tenant fermement la main de Dita. La fillette, en revanche, semblait curieusement à l'aise, comme si visiter la chambre d'un patient était pour elle une routine. « Monsieur Vasseur, commença Louise nerveuse, je voulais m'excuser pour tout. S'il vous plaît, Madame Simon. »
l'interrompit Raphaël en se levant du fauteuil où il était assis. Même aveugle, sa posture était imposante, son visage marqué par une cicatrice qui traversait sa tempe droite jusqu'à la joue, souvenir physique de l'accident qui lui avait pris la vue. « Ce n'est ni à vous ni à votre fille de vous excuser. C'est à moi de vous remercier. Marie-Édith a sauvé mon fils hier. » Dita fit un pas en avant. « Comment va-t-il » Raphaël sourit en direction de la voix enfantine. « Il va bien, grâce à vous. Les médecins ont dit qu'il a eu une crise convulsive causée par une migraine. Ils font d'autres examens pour mieux comprendre, mais à première vue, ça ne semble pas grave. »« Tant mieux, » répondit Dita en souriant. Puis, elle regarda le garçon qui dormait dans le lit d'hôpital et ajouta, presque dans un murmure, « Il a de beaux yeux. »« Comment le savez-vous » demanda Raphaël intrigué. « J'ai vu quand il a ouvert les yeux un instant hier, » expliqua-t-elle. « Ils sont bleus comme le ciel. » Une expression de surprise et d'émotion traversa le visage de Raphaël. Ses yeux sont comme ceux de sa mère. « Hélène, je ne les ai pas vus depuis 5 ans, depuis l'accident. » Un silence respectueux suivit cette révélation. Louise sentit une boule dans sa gorge, imaginant la douleur de cet homme. « Monsieur Vasseur, dit-elle finalement, nous sommes heureux de savoir que votre fils va bien. Et il n'y a pas besoin de remerciements. N'importe qui aurait fait la même chose. » Raphaël secoua lentement la tête. « Non, Madame Simon. 30 médecins étaient au présent et personne n'a rien fait. Votre fille a été la seule à agir, et je veux comprendre pourquoi. » Avant que Louise ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit et un homme en costume impeccable entra, une tablette à la main. « Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que vous devez voir ça. Je veux dire, être informé de cela immédiatement, » se corrigea-t-il, se souvenant de la cécité de son patron. « Que se passe-t-il, Charles ?» L'assistant regarda nerveusement Louise et Dita, hésitant. « Vous pouvez parler devant elle, » assura Raphaël. « La vidéo de ce qui s'est passé hier à l'accueil, elle est partout. Quelqu'un a fait fuiter les images des caméras de sécurité. Elle a déjà plus d'1 million de vues. » Le visage de Raphaël se durcit. « Et que voient les gens exactement ?»« Tout, monsieur. Le jeune Mathieu en pleine convulsion vous demandant de l'aide, les médecins immobiles et la fillette, eh bien la jeune Marie-Édith prenant le contrôle de la situation. Internet est en ébullition. Plusieurs journaux et chaînes de télévision ont déjà appelé. » Louise porta les mains à sa bouche, horrifiée. Sa fille exposée ainsi, au milieu d'un scandale impliquant l'hôpital où elle travaillait. Cela signifierait certainement la fin de son emploi. Comment subviendrait-elle aux besoins de Dita? Comment paierait-elle le loyer? « Maman, ne sois pas comme ça, » dit Dita, percevant la panique dans les yeux de sa mère. « Nous n'avons rien fait de mal. » Raphaël sourit en entendant la voix confiante de la fillette. Il y avait quelque chose en elle, un mélange d'innocence et de sagesse, qui le touchait profondément. « Votre fille a raison, Madame Simon, » dit-il. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez été les seuls à faire ce qu'il fallait, en fait. » Il se tourna vers son assistant. « Charles, préparez une conférence de presse pour cet après-midi. Je veux parler de ce qui s'est passé. »« Mais, monsieur, » protesta Charles, « la direction de l'hôpital est déjà en train d'organiser une réponse officielle. Ils veulent étouffer l'affaire, proposer un accord. »« Quel genre d'accord ?» demanda Raphaël, la voix soudainement froide. « Un accord financier avec la famille Simon, en échange d'un communiqué conjoint minimisant l'incident. » Louise sentit son sang se glacer. Ils essayèrent de les acheter pour cacher la négligence des médecins. Raphaël se dirigea vers la fenêtre, son visage tourné vers la lumière qu'il ne pouvait pas voir. Quand il se retourna, il y avait une détermination de fer dans son expression. « Charles, annulez tous mes rendez-vous de la semaine. À partir de maintenant, je n'ai que 2 priorités. Le rétablissement de mon fils et m'assurer que cette histoire soit racontée correctement. » Il se tourna dans la direction où il savait que Louise se trouvait. « Madame Simon, vous et votre fille venez de devenir des pièces maîtresses de quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez, et je vous promets que je serai à vos côtés à chaque étape de ce chemin. » À ce moment, Mathieu commença à se réveiller, ses yeux bleus s'ouvrant sur le monde qu'il ne pouvait pas voir. « Papa » appela-t-il d'une voix somnolente. « Je suis là, mon fils » répondit Raphaël, se déplaçant avec assurance jusqu'au lit. « La fille qui m'a aidé, elle est là ?»« Oui, Mathieu, elle est là. » Dita s'approcha du lit, observant le garçon avec curiosité. « Salut, Mathieu, je suis Dita. » Un sourire illumina le visage du garçon. « Ta voix est jolie, on dirait de la musique. »« Ta merci, » répondit Dita, sentant une chaleur monter à ses joues. « Tes yeux aussi sont jolis. Vraiment,
Je ne sais pas comment ils sont, je ne me souviens plus des couleurs. » La simplicité de ce dialogue entre deux enfants contrastait avec la tempête qui se formait à l'extérieur. La vidéo continuait de se propager. Les commentaires indignés se multipliaient, et l'hôpital Saint-Conrad commençait à sentir la première secousse de ce qui serait un tremblement de terre dans ses structures de verre et d'indifférence. Dans le couloir, pendant ce temps, l'équipe des relations publiques de l'hôpital se réunissait en urgence. « Nous devons contrôler ce récit avant qu'il ne nous échappe complètement », disait le directeur de la communication, la sueur brillant sur son front. « Si nous n'agissons pas rapidement, cette histoire pourrait détruire la réputation de cette institution. » Il ne savait pas qu'il était déjà trop tard. La vérité, comme un fleuve endigué trop longtemps, avait finalement trouvé une fissure pour s'échapper. Et maintenant, rien ne pouvait la contenir. La vidéo montrant l'omission des médecins et l'action décisive de Dita se répandit comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, toutes les chaînes de télévision, les journaux et les portails d'information du pays diffusaient les images, répétées en une boucle interminable, qui semblait amplifier l'indignation à chaque reproduction. Les commentateurs débattaient non seulement de la faute éthique des professionnels de la santé, mais aussi du symbolisme de cette scène. Une enfant humble enseignant l'humanité à une élite qui avait oublié le sens du mot « compassion ». Dans le petit salon de l'appartement de Louise, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, présentateur d'émissions de télévision, avocat offrant une représentation légale, tous voulaient parler à l'héroïne en herbe, comme Dita était surnommée sur les réseaux sociaux. Louise, épuisée après son service à l'hôpital et essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé, débrancha le téléphone de la prise, cherchant un moment de paix. « Maman, pourquoi tout le monde fait autant de bruit pour ça ?»« J'ai juste fait ce que tu m'as appris, » demanda Dita, assise à la table de la cuisine, faisant ses devoirs comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Louise regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Comment expliquer à une enfant de 11 ans que son acte de bonté avait involontairement exposé une blessure profonde de la société? Comment dire que ces images étaient un miroir inconfortable dans lequel beaucoup préféreraient ne pas se regarder? Tu as fait quelque chose d'important, ma chérie. Tu as aidé quelqu'un qui en avait besoin. Mais ce qui a impressionné les gens, c'est que toi, une enfant, tu as fait ce que des adultes diplômés qui ont juré d'aider les autres n'ont pas fait. Elle s'assit à côté de sa fille, caressant ses cheveux bouclés. Ça a fait réfléchir les gens sur la façon dont nous oublions parfois les choses vraiment importantes. Dita réfléchit un instant, son visage enfantin prenant cette expression de sérieux qui surprenait toujours Louise, comme si une âme ancienne habitait ce jeune corps. « Comment va Mathieu? Tu as réussi à savoir? Il est sorti de l'hôpital aujourd'hui, mais il devra faire d'autres examens. L'hôpital, eh bien, ils veulent me parler demain. » Louise essaya de cacher l'inquiétude dans sa voix, mais Dita la connaissait trop bien. « Ils vont te renvoyer à cause de moi ?» Les grands yeux marrons de la fillette s'emplirent de larmes. « Non, ma chérie, ça n'a rien à voir avec toi. » Louise serra sa fille dans ses bras. « En fait, Monsieur Vasseur, le père de Mathieu, veut nous aider. Il a été très reconnaissant de ce que tu as fait. » En réalité, ce que Raphaël Vasseur avait proposé était bien plus qu'une aide. Lors d'une conversation privée cet après-midi-là, alors que Mathieu passait ses derniers examens avant sa sortie, il avait fait une offre qui avait laissé Louise abasourdie. Il voulait qu'elle et Dita emménagent chez lui, dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de Mathieu à plein temps, quelqu'un avec des connaissances en soins infirmiers. Et plus importante encore, son fils avait créé une connexion instantanée avec Dita, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années, depuis l'accident qui avait emporté sa mère. « Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour ma fille », avait répondu Louise, gagnant du temps. L'offre était tentante, un salaire bien plus élevé que son salaire actuel de femme de ménage, un logement dans un hôtel particulier, la chance de reprendre sa profession. Mais quelque chose la dérangeait. Était-ce de la charité? Une gratitude exagérée? Ou y avait-il autre chose dans les intentions de cet homme puissant? Alors que Dita s'endormait enfin dans sa petite chambre, Louise s'assit sur le lit à côté d'elle, observant le visage serein de sa fille. Par la fenêtre ouverte, les sons de la banlieue entraient, la musique forte d'un bar voisin, des conversations animées dans la rue, une moto qui accélérait au loin. C'était leur réalité. Un petit appartement, mais propre et bien rangé, dans un quartier modeste où tout le monde se connaissait. Une vie modeste mais honnête.
Valait-il la peine de tout échanger contre la promesse d'une vie meilleure, plus confortable? Et à quel prix? Le téléphone portable vibra à côté d'elle. C'était un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. En l'ouvrant, elle vit qu'il venait de l'assistant de Raphaël. « Madame Simon, Monsieur Vasseur aimerait savoir si vous pourriez rendre visite à Mathieu demain après l'école. » Il a demandé après « La fille à la voix de musique, toute la journée. » Louise sourit. Peut-être, juste peut-être, cette histoire pourrait-elle avoir une fin heureuse pour tout le monde. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, Louise sentit une pointe dans l'abdomen. Une douleur aiguë qui la fit se plier en deux un instant. Elle respira profondément, ignorant l'inconfort. Ce n'était pas la première fois. Ces derniers mois, la douleur allait et venait. Mais elle n'avait jamais eu le temps ni l'argent pour consulter un médecin. « Que c'est juste la fatigue » murmura-t-elle pour elle-même, avalant un analgésique avec une gorgée de café. « Ça va passer. » Quand elle arriva à l'hôpital, elle fut immédiatement appelée dans le bureau du directeur administratif. Son cœur s'accéléra. Était-ce le licenciement qu'elle craignait tant? À sa surprise, elle fut reçue non seulement par le directeur, mais aussi par une équipe d'avocats et par la responsable des relations publiques de l'hôpital. Tous souriaient de manière tendue, artificielle, comme s'ils avaient répété leurs gestes. « Madame Simon, nous vous remercions d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Le directeur indiqua un fauteuil qui semblait déplacé dans cette salle austère, comme s'il avait été placé là spécialement pour l'occasion. « Allons droit au but, » continua-t-il. « L'hôpital reconnaît que l'incident impliquant votre fille et le jeune Vasseur a été malheureux. Mais nous comprenons qu'il ne reflète pas l'excellence de nos services, ni l'engagement de nos professionnels. » Louise hocha la tête en silence, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Ce qui s'est passé est un moment isolé, une conjonction de facteurs qui ont conduit à une réaction tardive, mais qui n'a à aucun moment mis le patient en danger réel. Le directeur parlait comme s'il lisait un script. Et pour démontrer notre bonne volonté et notre appréciation pour vos services, nous aimerions vous offrir une compensation. L'avocate à côté de lui fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, un contrat et un chèque d'un montant qui coupa le souffle à Louise. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 5 ans de travail. En échange, nous vous demandons seulement à vous et à votre fille de participer à une conférence de presse où nous expliquerons que tout cela n'était qu'un malentendu amplifié par les médias sensationnalistes. Le sourire du directeur n'atteignait pas ses yeux. L'hôpital offre également une bourse d'études complète pour Marie-Édith dans une école privée de votre choix, ainsi qu'une promotion pour vous qui intégrerez notre équipe administrative. Qu'en pensez-vous? Louise regarda à nouveau le chèque. Cet argent résoudrait tant de problèmes. Elle pourrait enfin emmener Dita chez le dentiste pour lui mettre l'appareil dont elle avait tant besoin, acheter un ordinateur pour qu'elle fasse ses recherches scolaires, peut-être même déménager dans un meilleur appartement plus proche de l'école. Et une bourse dans une école privée? C'était le rêve de toute mère dans sa situation. Mais elle se souvint alors de la vidéo, des images claires des médecins impassibles pendant qu'un garçon convulsait au sol. Elle se souvint du regard de Raphaël Vasseur quand il parlait de son fils, de la connexion que Dita et Mathieu semblaient avoir formée instantanément. Et surtout, elle se souvint des mots qu'elle répétait toujours à sa fille. « La vérité peut être difficile, mais le mensonge coûte toujours plus cher à la fin. Je vous remercie de votre offre, » dit-elle finalement, fermant le dossier sans signer le contrat. « Mais je ne peux pas accepter. » Le sourire disparut du visage du directeur. « Madame Simon, peut-être ne comprenez-vous pas la générosité de cette proposition. Je comprends parfaitement, » répondit-elle en se levant. « Vous m'offrez de l'argent pour mentir sur quelque chose que le monde entier a vu, pour dire que ma fille n'a pas fait ce qu'elle a fait, ou qu'il n'était pas nécessaire qu'elle le fasse, et ça, je ne peux pas le faire. Vous commettez une grave erreur, » avertit l'avocate. « Cet hôpital a les moyens de transformer ce récit avec ou sans votre coopération. » Louise sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais elle resta ferme. « Peut-être, mais vous n'aurez pas ma participation. Et si cela signifie que je vais perdre mon emploi alors que la volonté de Dieu soit faite ?» Quand elle sortit de la salle, ses jambes tremblaient, mais son cœur était léger. Elle avait fait le bon choix, elle en était sûre. Sur le parking de l'hôpital, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus qui la ramènerait chez elle, sa superviseure lui avait donné le reste de la journée, un mauvais signe, certainement. Elle fut abordée par Charles, l'assistant de Raphaël Vasseur. « Madame Simon, Monsieur Vasseur aimerait vous parler de toute urgence.
Puis-je vous conduire à lui maintenant ?» Louise hésita. Son instinct lui disait de se méfier d'une autre offre, d'une autre tentative de l'acheter. Mais quelque chose dans les yeux sincères de Charles la fit accepter. 30 minutes plus tard, la luxueuse voiture noire se garait devant un impressionnant hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Les jardins impeccables, l'architecture moderne et élégante, tout criait la richesse et le privilège. Louise se sentit immédiatement déplacée dans ses vêtements simples. Charles la conduisit à un vaste salon où Raphaël Vasseur attendait, assis sur un canapé en cuir. Malgré sa cécité, il tourna le visage dans la direction exacte où Louise entra, comme s'il pouvait sentir sa présence. « Madame Simon, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Louise obéit, remarquant que, malgré le luxe environnant, il y avait quelque chose d'accueillant dans cette maison. Des photos de Mathieu à différents âges ornèrent les murs, ainsi que quelques-unes de Raphaël, avec une très belle femme aux yeux intensément bleus. « Hélène, supposa-t-elle. »« J'ai reçu un appel intéressant il y a peu, » commença Raphaël, sa voix profonde et mélodieuse remplissant la pièce. « Le directeur de l'hôpital m'a informé que vous aviez refusé une offre assez généreuse. Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce que je n'étais pas à vendre, monsieur Vasseur, » répondit simplement Louise. Raphaël sourit, un sourire sincère qui transforma son visage marqué par la cicatrice. « C'est exactement ce que je lui ai dit que vous répondriez. » Il fit une pause comme pour organiser ses pensées. « Madame Simon, Louise, si vous me le permettez, j'admire votre intégrité. C'est une qualité rare de nos jours. Merci, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire, juste ce que toute personne décente ferait. Non, Louise, ce que toute personne décente ferait, c'est exactement ce que ces 30 médecins ont fait, rien. Ce que votre fille a fait, ce que vous faites maintenant en refusant d'être achetée, c'est extraordinaire. » Louise baissa les yeux mal à l'aise avec le compliment. « C'est pourquoi je veux renouveler ma proposition, » continua Raphaël. « Mais je veux qu'il soit clair que cela n'a rien à voir avec l'incident à l'hôpital ou avec une quelconque tentative de vous faire taire. C'est une proposition professionnelle d'un père inquiet pour son fils. » Il expliqua à nouveau qu'il avait besoin de quelqu'un avec une formation en soins infirmiers pour s'occuper de Mathieu, surtout maintenant que les médecins avaient détecté que les convulsions pourraient se répéter. Quelqu'un qui pourrait surveiller sa santé, administrer des médicaments si nécessaire et surtout lui offrir la chance de côtoyer d'autres enfants. « Votre fils n'a pas d'amis ?» demanda Louise, surprise. Mathieu vit pratiquement isolé depuis qu'il est devenu aveugle. La perte de sa mère, ajoutée à son handicap visuel, l'a fait se renfermer sur lui-même. Des professeurs particuliers viennent ici, il sort rarement. Hier était une exception. Nous devions aller à l'hôpital pour des examens qui ne pouvaient pas être faits à la maison. Raphaël soupira profondément, jusqu'à ce qu'il rencontre Marie-Édith. Depuis hier, il ne cesse de parler de la fille à la voix de musique. Pour la première fois depuis des années, je vois mon fils enthousiaste, intéressé par quelqu'un d'autre que moi et les employés de la maison. Louise sentit son cœur se serrer. Pauvre garçon, vivant dans cet immense hôtel particulier, sans amis, sans sa mère, sans pouvoir voir le monde qui l'entoure. Je comprends, monsieur Vasseur, mais, s'il vous plaît, appelez-moi Raphaël. Raphaël, je comprends votre situation, et la situation de Mathieu me touche profondément. Mais je dois aussi penser à ce qui est le mieux pour ma fille, bien sûr. Et c'est pourquoi mon offre inclut la meilleure éducation pour Marie-Édith. Je l'inscrirai dans la même école où Mathieu étudierait s'il pouvait assister aux cours en personne. Ils auront le même tuteur, ils apprendront ensemble. De plus, si elle maintient l'intérêt pour la médecine qu'elle a clairement démontré, je m'engagerai à financer ses études universitaires à l'avenir. Louise sentit sa tête tourner. C'était une opportunité unique pour Dita, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu offrir à sa fille avec son salaire de femme de ménage. C'est très généreux de votre part, mais ce n'est pas de la générosité, Louise. C'est un échange juste. Vous offrez vos connaissances en soins infirmiers, et votre fille offre quelque chose que l'argent ne peut acheter, une compagnie sincère pour un garçon solitaire. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit et Mathieu entra, guidé par une gouvernante âgée. Ses pas étaient hésitants, mais son visage s'illumina en entendant des voix. « Papa, on a de la visite ?»« Oui, mon fils. Madame Simon est ici. La maman de Dita. » L'enthousiasme dans la voix du garçon était palpable. « Elle est venue aussi. Je peux lui montrer mes livres en braille et mon piano. Je veux qu'elle entende comment j'apprends à jouer. » Louise sentit les larmes lui monter aux yeux.
L'enthousiasme de Mathieu était contagieux, sa solitude évidente. Comment pourrait-elle refuser une chance d'aider ce garçon et, en même temps, d'assurer un avenir brillant à sa fille? « Dita est à l'école maintenant, Mathieu, » expliqua-t-elle gentiment. « Mais je suis sûre qu'elle adorerait voir tes livres et t'entendre jouer du piano un de ces jours. » Le visage du garçon s'illumina comme un soleil. « Vous allez habiter ici alors? Papa, tu les as invités, n'est-ce pas ?» Raphaël rit, un son étonnamment léger venant d'un homme qui portait tant de fardeaux. « Oui, mon fils, je les ai invités. Mais Madame Simon doit réfléchir si c'est le mieux pour elle. »« S'il vous plaît, Madame la maman de Dita, » implora Mathieu, ses petites mains tâtonnant l'air jusqu'à ce qu'elle trouve celle de Louise. « Je promets que je serai gentil, et la maison est trop grande juste pour moi et mon père. Il y a une chambre qui peut être juste pour Dita, avec vue sur le jardin. Et il y a une piscine dehors, si elle aime nager. » Comment résister à une telle demande? Louise serra doucement les mains du garçon. « Je vais en parler avec Dita, Mathieu, promis. » Quelques heures plus tard, en allant chercher Dita à l'école, Louise n'était toujours pas sûre de ce qu'elle devait faire. Alors qu'elle rentrait à la maison, elle raconta à sa fille la proposition de Raphaël. À sa surprise, Dita ne montra pas l'enthousiasme qu'elle attendait. « Habiter chez eux? Mais et nos voisins? Et mes amis de l'école? Et Madame Cécile de la boulangerie qui me donne toujours un petit pain au chocolat? Et notre appartement ?» La voix de la fillette tremblait légèrement. Louise sentit un pincement au cœur. Dans son souci d'assurer un meilleur avenir à sa fille, elle avait oublié à quel point celle-ci valorisait les petits bonheurs de leur vie. « Nous ne sommes pas obligés d'accepter, ma chérie. Nous pouvons continuer nos vies comme elles sont. » Dita resta silencieuse quelques instants, pensive. « Mathieu a l'air très seul, » dit-elle finalement. « Et tu dis toujours qu'on doit aider ceux qui en ont besoin. » « Oui, mais ça ne veut pas dire que nous devons changer toute notre vie pour ça. Nous pouvons rendre visite à Mathieu le week-end. Tu peux être son ami sans que nous ayons besoin d'habiter là-bas. Mais tu as dit qu'il a des convulsions. Et si ça recommence et que personne ne sait quoi faire? Toi, tu sais, maman, tu es infirmière. Tu peux l'aider. » Louise regarda sa fille avec admiration. Où une enfant de 11 ans apprenait-elle à avoir une telle empathie? « Tu tiens vraiment à lui, n'est-ce pas ?» Dita hocha la tête. « Il a de beaux yeux, mais il ne peut pas voir, c'est très triste. Et sa mère est morte, comme mon père est parti. Je pense qu'il doit se sentir seul, comme je me sens seul parfois quand tu travailles. » Les mots simples et directs de Dita frappèrent Louise comme un coup de poing. Sa fille se sentait seule. Pourquoi ne l'avait-elle jamais remarqué? En plus, continua Dita, son père a dit que je pourrais étudier dans une bonne école et peut-être faire des études de médecine un jour. Oui, il a promis ça. Alors je veux y aller, décida la fillette avec la détermination surprenante dont elle faisait parfois preuve. Nous pouvons aider Mathieu, et Monsieur Raphaël nous aidera aussi. N'est-ce pas ce que tu dis toujours, que le monde est meilleur quand les gens s'entraident? Louise serra sa fille dans ses bras, émerveillée par sa sagesse. Oui, mon amour, c'est exactement ça. Ce soir-là, Louise appela Raphaël, acceptant sa proposition. Il parut sincèrement heureux et soulagé, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Quand pourrez-vous emménager » demanda-t-il. « À la fin de la semaine, peut-être. Nous devons organiser nos affaires, expliquer aux voisins. » « Bien sûr, Charles vous aidera avec le déménagement. » « Et Louise, merci. Je sais que ce n'était pas une décision facile. » Le samedi suivant, un camion de déménagement se gara devant le petit immeuble où elle vivait. Il n'y avait pas grand-chose à emporter. De vieux meubles qui n'auraient pas leur place dans l'hôtel particulier, des vêtements simples, quelques livres, les rares souvenirs qu'elle gardait des temps meilleurs. Mais il y avait une chose que Dita insista pour emporter, la petite collection de coquillages qu'elle avait ramassée lors de leur unique voyage sur la côte normande 3 ans plus tôt. « Les coquillages sont mes souvenirs », expliqua-t-elle à Charles, qui supervisait le déménagement. « Quand je les tiens, je peux réentendre le bruit de la mer. » Charles sourit, touché par la poésie inattendue de cet enfant. « Je suis sûr que le jeune Mathieu adorera découvrir vos coquillages. Lui aussi garde des objets qui l'aident à se souvenir de choses qu'il ne peut plus voir. » Alors que le camion partait avec leurs quelques biens, Louise et Dita dirent au revoir à leurs voisins qui observaient la scène avec un mélange d'admiration et d'envie. « Ne nous oublie pas quand tu habiteras dans ton hôtel particulier, hein ?» plaisanta M. Duval, le concierge de l'immeuble. « Jamais, » promit Dita, serrant le vieil homme dans ses bras. « Je reviendrai vous voir tout le temps. » Dans la voiture qui les emmenait vers leur nouvelle vie, Louise regarda sa fille
qui observait la ville défiler par la fenêtre avec des yeux écarquillés d'excitation. « Tu es heureuse, ma chérie ?» Dita se tourna vers sa mère, les yeux brillants. « Oui, mais je suis encore plus heureuse parce que je sais que Mathieu sera heureux quand nous arriverons. » Louise sourit, mais sentit à nouveau cette pointe dans l'abdomen, plus forte qu'avant. Elle l'ignora comme elle le faisait depuis des mois. Elle ne laisserait pas une douleur gâcher ce moment d'espoir. Quand elles arrivèrent à l'hôtel particulier, Mathieu attendait avec impatience sur le seuil, tenant la main de son père. Dès que la voiture s'arrêta, il fit un pas en avant, guidé par le bruit du moteur. « Dita, c'est toi ?» appela-t-il, la voix tremblante d'attente. « C'est bien moi, Mathieu », répondit la fillette sautant de la voiture et courant vers lui. « J'ai apporté mes coquillages pour te les montrer. Tu veux sentir comment ils sont ?» Tandis que les enfants se dirigeaient vers l'intérieur de la maison, déjà perdus dans un monde à eux, Raphaël s'approcha de Louise, qui observait la scène les yeux humides. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Louise. » Elle hocha la tête, essuyant une larme tenace. « Merci pour cette opportunité, Raphaël. Je promets que vous ne le regretterez pas. Ce n'est pas une opportunité, Louise, c'est le destin. » Il sourit, son visage marqué par la cicatrice s'adoucissant. « Certaines personnes entrent dans nos vies par hasard et changent tout. Votre fille a fait ça pour mon fils. Et peut-être, qui sait, vous deux pourriez faire la même chose pour moi. » En entrant dans l'hôtel particulier qui serait désormais sa maison, Louise ne pouvait imaginer à quel point ses paroles se révéleraient prophétiques, ni les épreuves qu'ils devraient encore affronter avant de pouvoir vraiment appeler cet endroit leur foyer. Mais à ce moment-là, en voyant Dita et Mathieu assis par terre dans le salon, les coquillages éparpillés entre eux, tandis que le garçon passait ses doigts sensibles sur chacun d'eux et souriait, le visage illuminé de joie, elle sentit que, pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait prometteur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, cachée dans son corps, une ombre grandissait, et que très bientôt, cette ombre menacerait de détruire tout ce qu'ils étaient en train de construire. Les jours dans l'hôtel particulier des Vasseur se transformèrent rapidement en semaines. Pour Dita, c'était comme vivre dans un conte de fées, une chambre rien qu'à elle, plus grande que tout l'appartement où elle vivait avant, avec un lit à baldaquin, des étagères remplies de livres et un bureau où elle pouvait faire ses leçons et dessiner. La fenêtre, comme Mathieu l'avait promis, donnait sur un jardin luxuriant où les oiseaux chantaient dès l'aube. Pour Mathieu, l'arrivée de Dita et Louise avait apporté quelque chose que la maison n'avait pas connu depuis de nombreuses années, la vie. La demeure, autrefois silencieuse, à l'exception du son occasionnel du piano que le garçon apprenait à jouer, résonnait maintenant de rires, de conversations et même de disputes occasionnelles, signe sans équivoque d'un véritable foyer. « Mathieu, tu ne peux pas simplement laisser tes livres éparpillés par terre. Et si quelqu'un trébuche ?» La voix de Dita résonnait dans le couloir, tandis qu'elle rangeait les épais volumes en braille que le garçon laissait traîner. « Désolé, Dita, je ne vois pas le désordre, tu te souviens ?» Mathieu répondait avec un petit sourire malicieux, sachant très bien que c'était une excuse commode. « Ah, ne me sors pas ça, tu sais exactement où tu laisses les choses. Le professeur Jean m'a dit que tu as une meilleure mémoire spatiale que beaucoup de gens qui voient. » Dita posa le dernier livre sur l'étagère et tira son ami par la main. « Viens dehors, je veux te montrer quelque chose de nouveau dans le jardin. » Raphaël, assis dans son bureau, écoutait ces interactions avec un sourire aux lèvres. La détermination de Dita à traiter Mathieu comme une personne normale, sans condescendance ni pitié, était exactement ce dont son fils avait besoin. Et plus encore, la fillette avait le don de le défier, de le pousser au-delà des limites qu'il s'était lui-même imposées. Avant, Mathieu sortait rarement de la maison craignant le monde qu'il ne pouvait pas voir. Maintenant, guidé par la main ferme et confiante de Dita, il explorait le jardin, apprenait à nager dans la piscine, toujours sous la surveillance attentive de Louise, et s'aventurait même dans de petites promenades dans le quartier. Louise, de son côté, trouvait un nouveau but à ses journées. Sa formation d'infirmière était enfin à nouveau valorisée. Elle surveillait la santé de Mathieu, administrait ses médicaments pour prévenir de nouvelles convulsions et restait en contact constant avec ses médecins. Raphaël avait insisté pour qu'elle ait accès à toutes les ressources nécessaires. Rien ne serait épargné lorsqu'il s'agissait du bien-être de son fils. Mais tout n'était pas rose. La nuit, quand tout le monde dormait, Louise luttait contre des douleurs de plus en plus fréquentes. Ce qui avait commencé comme des pointes occasionnelles dans l'abdomen était maintenant un inconfort constant,
qu'aucun analgésique courant ne parvenait à soulager complètement. Pourtant, elle gardait le silence sur sa souffrance, craignant de perturber l'harmonie qu'ils avaient enfin trouvée. « Maman, ça va ?» demanda Dita un matin, remarquant la pâleur sur le visage de Louise alors qu'elle prenait leur petit déjeuner dans la spacieuse cuisine de la maison. « Oui, ma chérie, je n'ai juste pas très bien dormi. » Dita plissa les yeux, pas totalement convaincue. Elle avait hérité de sa mère non seulement son intelligence vive, mais aussi sa capacité à percevoir quand quelque chose n'allait pas. Cependant, avant qu'elle ne puisse insister, Mathieu entra dans la cuisine, guidé par Rose, la gouvernante qui servait la famille Vasseur depuis plus de 20 ans. « Bonjour Dita. Bonjour Tati Louise. » L'enthousiasme du garçon était contagieux. « Papa a dit qu'on peut aller au planétarium aujourd'hui. Ils ont une exposition spéciale pour les personnes aveugles, avec des modèles tactiles du système solaire. » Les yeux de Dita s'illuminèrent. « Vraiment? Je ne suis jamais allé dans un planétarium. »« Moi non plus, » avoua Mathieu, s'asseyant à table pendant que Rose lui servait son petit déjeuner. « Mais le professeur Jean a dit que c'est incroyable, même pour ceux qui ne peuvent pas voir les étoiles. On peut sentir les planètes, comprendre leurs orbites, et il y a un audio qui explique tout. » Louise sourit, reconnaissante de la distraction. « Ça a l'air merveilleux, les enfants. À quelle heure y allons-nous ?»« Qu'après le déjeuner, » répondit Raphaël, entrant dans la cuisine à ce moment-là. Même aveugle, il se déplaçait dans la maison avec une familiarité impressionnante, résultat d'années d'adaptation à sa condition. Charles a déjà tout organisé. Nous aurons une visite guidée privée. Ce qui aurait dû être une journée de découverte et de joie se transforma cependant rapidement en cauchemar. Au milieu de la visite du planétarium, alors que Mathieu touchait avec révérence un modèle en relief de Saturne, ses yeux s'écarquillèrent soudainement, son corps se raidit et il tomba au sol, convulsant violemment. « Mathieu !» Le cri de Raphaël déchira l'air. Instinctivement, il s'agenouilla, les mains tâtonnant désespérément l'espace, cherchant son fils. Dita, de son côté, resta étonnamment calme. « Maman, c'est comme l'autre fois. » Louise était déjà en action, positionnant le garçon sur le côté, protégeant sa tête, surveillant la durée de la convulsion. Mais cette fois, quelque chose était différent. La crise semblait plus intense, plus prolongée. Et quand elle cessa enfin, Mathieu ne reprit pas conscience comme cela s'était produit à l'hôpital. « Nous devons l'emmener aux urgences », décréta Louise, le ton d'une infirmière expérimentée, prenant complètement le dessus sur celui d'une employée. Maintenant. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'activité frénétique. Charles appela une ambulance, tandis que Louise maintenait les signes vitaux de Mathieu stables. Raphaël, normalement si maîtrisé, semblait au bord de l'effondrement, tenant la main inerte de son fils, murmurant des mots de réconfort que le garçon ne pouvait pas entendre. Dita observait tout avec des yeux écarquillés de peur, mais aussi de fascination. L'urgence médicale, au lieu de l'effrayer, semblait confirmer quelque chose qu'elle savait déjà au fond de son cœur. Elle voulait être médecin. Elle voulait avoir le pouvoir d'aider les gens comme sa mère aidait Mathieu en ce moment. À l'hôpital, pas le Saint-Conrad, où l'incident initial avait eu lieu, mais une institution plus petite et moins prestigieuse, où Raphaël savait que son fils serait traité comme un patient, et non comme une opportunité de publicité. Mathieu fut immédiatement emmené pour des examens. Tomodensitométrie, électroencéphalogramme, analyse de sang, une batterie complète pour essayer de comprendre ce qui causait ces convulsions de plus en plus sévères. Dans la salle d'attente, Raphaël était assis, immobile, le visage un masque d'inquiétude. Louise, à ses côtés, essayait d'offrir des mots de réconfort, bien qu'elle ressente elle-même une douleur de plus en plus intense dans son abdomen. Dita restait silencieuse, tenant la main de sa mère, absorbant chaque détail de l'environnement hospitalier, des équipements aux interactions entre les professionnels de la santé. Finalement, après ce qui parut une éternité, le neurologue responsable apparut. Son visage grave fit se serrer le cœur de tout le monde. « Monsieur Vasseur, nous avons détecté quelque chose dans les examens de Mathieu. Il y a une zone de pression anormale dans le cerveau, près du centre visuel. Nous pensons qu'il pourrait s'agir d'une tumeur. » Raphaël sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. « Une tumeur? Mon fils a une tumeur au cerveau. Il est prématuré de poser ce diagnostic définitif, mais il y a clairement une masse qui exerce une pression sur des zones critiques. Cela expliquerait à la fois les convulsions et possiblement sa cécité progressive il y a des années. » Louise sentit son estomac se nouer.
Une tumeur au cerveau chez un enfant de 8 ans. L'injustice de la situation était écrasante. Quelles sont les options de traitement ? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Nous aurons besoin d'une biopsie pour déterminer si elle est bénigne ou maligne. Mais étant donné sa localisation, nous sommes face à un défi de taille. La chirurgie sera extrêmement délicate, avec des risques considérables. Raphaël, malgré le choc, garda son sang-froid. Qui est le meilleur neurochirurgien disponible pour ce type d'intervention? L'argent n'est pas un problème. Nous pouvons faire venir des spécialistes de l'étranger si nécessaire. Le médecin hésita un instant avant de répondre. En fait, monsieur Vasseur, la plus grande spécialiste de ce type de chirurgie travaille ici même à Paris. Le docteur Béatrice Allègre. Raphaël se figea en entendant ce nom. Béatrice Allègre, la sœur cadette d'Hélène, sa défunte épouse. La femme qui, depuis l'accident, refusait de lui parler, le tenant pour responsable de la mort de sa sœur. Béatrice, murmura-t-il, le nom sortant à la fois comme une prière et une malédiction. Vous la connaissez? Demanda le neurologue surpris. Elle était ma belle-sœur, la sœur de ma défunte épouse. Un silence lourd tomba sur le groupe, brisé seulement par le son étouffé des pleurs contenus de Dita, qui comprenait enfin la gravité de la situation. « Maman, est-ce que Mathieu va mourir ?» demanda-t-elle dans un murmure presque inaudible. Louise serra sa fille dans ses bras. « Non, ma chérie, ils vont faire une opération pour l'aider. Les médecins sont très bons et Mathieu est fort. » Mais la vérité que Louise n'osait pas dire à voix haute était que sans Béatrice Allègre, les chances de Mathieu étaient considérablement réduites. Et convaincre cette femme d'opérer le neveu qu'elle n'avait jamais connu, à la demande de l'homme qu'elle tenait pour responsable de la mort de sa sœur, serait presque impossible. Dans le bloc opératoire pédiatrique, se préparant pour une autre intervention, le docteur Béatrice Allègre n'avait aucune idée de la tempête qui s'apprêtait à entrer dans sa vie organisée et contrôlée. À 45 ans, elle était l'une des neurochirurgiennes les plus respectées du pays, en particulier pour les cas pédiatriques. On disait que ses mains avaient la précision d'instruments de haute technologie et la douceur de plume, la combinaison parfaite pour opérer des structures aussi délicates que le cerveau d'un enfant. Ce que peu de gens savaient, c'est que Béatrice avait canalisé toute sa douleur de la perte de sa sœur dans sa carrière. Chaque vie qu'elle sauvait était, d'une certaine manière, une tentative de compenser la seule qu'elle n'avait pas pu sauver. Hélène, la sœur qui était partie 5 ans plus tôt dans un accident de voiture causé, selon Béatrice, par l'imprudence de Raphaël. « Docteur Allègre », appela une infirmière interrompant ses préparatifs, « il y a un nouveau cas qui nécessite votre évaluation urgente. Un garçon de 8 ans, avec une suspicion de tumeur cérébrale dans la région occipitale, près du centre visuel. » Béatrice hocha la tête, professionnelle comme toujours. « J'y passerai dès que j'aurai terminé cette chirurgie. Préparez les examens pour que je les examine. » L'infirmière hésita. « Il y a une complication. Le patient est Mathieu Vasseur. » Béatrice se figea, le nom la frappant comme un éclair. Vasseur, le neveu qu'elle n'avait jamais connu, le fils d'Hélène, qui vivait maintenant seulement avec Raphaël, l'homme à qui elle avait juré de ne plus jamais adresser la parole. « Et Raphaël ?» demanda-t-elle, la voix soudainement rauque. « Il est ici, oui, et il a demandé spécifiquement à vous parler. » Pendant un instant, Béatrice envisagea de refuser, de transférer le cas à un autre chirurgien, n'importe lequel. Mais l'image d'Hélène lui vint alors à l'esprit, les mêmes yeux bleus que, selon tout le monde, le garçon avait hérité. Cet enfant était une partie de sa sœur, et en tant que médecin, elle avait juré d'aider tous ceux qui en avaient besoin, sans tenir compte des questions personnelles. « Dites-lui que je viendrai les voir dès que possible », répondit-elle finalement. Pendant ce temps, dans la chambre où Mathieu avait été transféré, le garçon se réveillait enfin, confus et désorienté. « Papa, Dita, où suis-je » appela-t-il, la voix faible et effrayée. Raphaël, assis à côté du lit, lui prit immédiatement la main. « Nous sommes là, mon fils. Tu es à l'hôpital. Tu as eu une autre convulsion, plus forte que la précédente. J'ai eu l'impression que ma tête allait exploser, » murmura Mathieu. Et après, je ne me souviens de rien d'autre. Dita s'approcha du lit, tenant l'autre main de son ami. « Tu t'es évanoui, Mathieu, mais les médecins vont t'aider. Il y a une très bonne docteure qui va s'occuper de toi. Je veux rentrer à la maison, » gémit Mathieu, les larmes coulant sur son visage pâle. « Bientôt, mon fils, promis. Mais nous devons d'abord faire quelques traitements. » Comment expliquer à un enfant de 8 ans ce qu'est une tumeur au cerveau?
Comment lui dire qu'il devrait subir une chirurgie complexe, avec des risques que même les adultes ne pouvaient pas entièrement comprendre? Ce fut Louise qui trouva les mots justes. S'asseyant sur le bord du lit, avec la douceur que seule une mère possède, elle expliqua. « Mathieu, tu sais quand tu joues avec tes cubes et que sans le vouloir, tu en mets un au mauvais endroit, et que les autres pièces sont alors serrées, qu'elles ne s'emboîtent plus correctement? Il se passe quelque chose de similaire dans ta tête. Une petite partie est au mauvais endroit, elle serre d'autres parties, et c'est ça qui cause les convulsions. Et comment ils enlèvent cette partie du mauvais endroit? Demanda le garçon, étonnamment calme. Les médecins vont faire une opération, comme une opération de sauvetage, pour enlever cette pièce qui dérange et remettre tout à sa place. Mathieu resta silencieux un moment, traitant l'information. Puis, avec la sagesse que parfois seuls les enfants possèdent, il demanda « Et si on remet tout à la bonne place, est-ce que je pourrais revoir ?» La question prit tout le monde par surprise. Raphaël s'étouffa d'émotion. Cela faisait des années que Mathieu ne parlait plus de retrouver la vue, comme s'il avait accepté sa condition comme permanente. « Nous ne savons pas, mon fils, » répondit honnêtement Louise. « Mais il y a cette possibilité, oui. La partie qui est serrée est proche de l'endroit où le cerveau traite ce que les yeux voient. Quand ils enlèveront la pression, je veux faire l'opération, » décida Mathieu avec une détermination surprenante. « Pas seulement pour les convulsions, je veux essayer de revoir. Je veux voir à quoi ressemble Dita. Je veux voir le visage de mon père. Je veux voir les étoiles que nous avons senties au planétarium. » À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et le docteur Béatrice Allègre entra. Grande, élégante, avec les mêmes traits fins qu'Hélène, bien que ses yeux fussent marrons et non bleus. En voyant Raphaël, son corps se raidit visiblement, mais son regard s'adoucit en se posant sur Mathieu. « Bonjour Mathieu, je suis le docteur Béatrice », se présenta-t-elle en s'approchant du lit. « C'est vous la docteure qui va réparer ma tête ?» demanda directement le garçon. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Béatrice. « Nous sommes encore en train d'évaluer ce qu'il faudra faire. Mais oui, je suis spécialiste de ce genre de problème. » Puis, pour la première fois en 5 ans, elle regarda directement Raphaël. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement une neutralité professionnelle forcée. « Nous devons discuter des options, monsieur Vasseur. »« Béatrice, » commença Raphaël, la voix brisée. « Je sais que tu me détestes, et tu en as tout à fait le droit. Mais s'il te plaît, aide mon fils. Il est tout ce qui me reste d'Hélène. » Béatrice garda une expression impassible, bien que quelque chose ait tremblé dans ses yeux en entendant le nom de sa sœur. « Pouvons-nous parler en privé ?» Tandis que les adultes sortèrent de la chambre pour discuter des détails du cas, Dita resta aux côtés de Mathieu, lui tenant la main. « J'ai peur, Dita, » avoua le garçon dans un murmure. « Moi aussi, » répondit-elle honnêtement. « Mais ma mère dit que c'est normal d'avoir peur. L'important, c'est de ne pas laisser la peur t'empêcher de faire ce qui doit être fait. » Mathieu serra la main de son ami. « Si je peux revoir, tu seras la première personne que je regarderai. » Dans le couloir, loin des oreilles des enfants, la conversation entre les adultes prenait une tournure tendue. Béatrice avait examiné les résultats et confirmé le diagnostic. Une tumeur bénigne, mais située dans une zone extrêmement délicate du cerveau. « La chirurgie est nécessaire, » expliqua-t-elle avec une froideur clinique. « Les convulsions vont s'aggraver et pourraient éventuellement causer des dommages permanents. De plus, la pression continue sur le nerf optique pourrait empêcher toute chance de récupération de la vision. »« Alors il y a cette possibilité ?» demanda Raphaël, s'accrochant à cet espoir. « Il peut retrouver la vue ?» ?»« C'est une possibilité lointaine, mais elle existe. Le problème est que la chirurgie elle-même présente des risques importants. Nous parlons d'une opération sur le cerveau d'un enfant, à proximité de structures vitales. Les risques incluent des dommages permanents à la cognition, à la motricité ou même... » Elle ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprit ce qui était en jeu, la vie de Mathieu. « Quel est le taux de réussite dans des cas comme celui-ci » demanda Louise, l'infirmière en elle cherchant des données concrètes. « Avec le bon chirurgien, environ 70%. Avec moi ?» Béatrice hésita, la fierté professionnelle luttant contre son aversion personnelle pour Raphaël. « Avec moi, le taux monte à environ 85%. »« S'il te plaît, Béatrice, » implora Raphaël. « Je sais que je ne mérite rien de ta part, mais Mathieu est innocent. C'est le fils de ta sœur. » Béatrice respira profondément, luttant contre des émotions contradictoires. « Je ne peux pas donner de réponse maintenant. Je dois examiner le cas complètement, consulter d'autres spécialistes et... »
Elle fit une pause, regardant directement Raphaël. « Il y a des complications au-delà du médical. L'hôpital Saint-Conrad essaie de m'empêcher de réaliser cette chirurgie. »« Quoi? Pourquoi ?» demanda Raphaël, incrédule. « Conflit d'intérêts. Après l'incident avec votre fils là-bas, après la vidéo qui a exposé la négligence de leurs médecins, ils soutiennent que j'ai un lien personnel avec le cas et que cela compromet mon impartialité professionnelle. » Raphaël sentit la colère monter en lui. Même maintenant, même alors que la vie de son fils était en jeu, l'hôpital se souciait plus de son image publique que de faire ce qui était juste. « Je vais régler ça, promit-il, la détermination évidente dans chaque mot. Même si je dois racheter ce maudit hôpital en entier. Béatrice, promets-moi juste que, si la voie est libre, tu envisageras de faire l'opération. » Après un long moment de silence, elle hocha la tête presque imperceptiblement. « Pour Hélène, et pour le garçon, pas pour toi. » Quand ils retournèrent dans la chambre, ils trouvèrent une scène qui ferait fondre même le cœur le plus endurci. Dita était montée sur le lit d'hôpital et était assise à côté de Mathieu, lui lisant un des livres qu'ils avaient apportés à la hâte, « Le Petit Prince ». Leur voix enfantine remplissait l'environnement stérile de vie et d'espoir. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, ce ne sont que de petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, ce sont des problèmes, lisait Dita, trébuchant occasionnellement sur les mots les plus difficiles. « J'aimerais pouvoir voir les étoiles, » commenta Mathieu, la tête reposant sur l'épaule de son ami. « Tu les verras, » répondit Dita avec la certitude absolue que seule une enfant peut avoir. « La docteure va réparer ta tête, et tu verras les étoiles, et le ciel, et les arbres, et tout. Et toi, » ajouta Mathieu, « je veux te voir plus que tout. » Louise sentit une nouvelle vague de douleur traverser son corps, plus forte que toutes les précédentes, et dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Le mouvement ne passa pas inaperçu pour Béatrice, dont le regard clinique capta immédiatement les signes de souffrance physique. « Madame Simon, vous vous sentez bien ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Oui, ça va », mentit Louise. « Juste fatiguée. Ça a été une journée difficile pour nous tous. » Mais Béatrice ne fut pas convaincue. « Madame Simon, je suis médecin depuis plus de 20 ans. Je reconnais la douleur quand je la vois. Depuis combien de temps ressentez-vous cela ?» Raphaël se tourna dans leur direction, alarmé. « Louise, tu es malade ?» La question directe de Raphaël, ajoutée au regard scrutateur de Béatrice, brisa finalement les défenses de Louise. Des larmes s'échappèrent de ses yeux tandis qu'elle avouait « quelques mois. Ça a commencé par une petite douleur, puis ça a empiré. Mais avec tout ce qui se passait, avec le déménagement, avec Mathieu, ça ne semblait jamais être le bon moment pour m'en occuper. « Maman ?» appela Dita, remarquant enfin l'état de Louise. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, ma chérie, juste une petite douleur embêtante. » Mais Béatrice était déjà en action, appelant une infirmière, ordonnant des examens immédiats. « Douleur abdominale persistante depuis des mois ? Madame Simon, cela doit être examiné maintenant. » Et ainsi, en l'espace de quelques heures, deux mondes qui s'étaient connectés par hasard dans une salle d'attente d'hôpital étaient à nouveau unis dans une bataille pour la vie. Non seulement celle de Mathieu, mais maintenant aussi celle de Louise. Alors qu'on l'emmenait pour des examens, Louise regarda une dernière fois derrière elle, voyant Dita et Mathieu côte à côte sur le lit d'hôpital, deux enfants innocents unis par des circonstances extraordinaires. Sa fille, qui avait toujours rêvé d'aider les autres, et le garçon aveugle qui avait apporté tant de lumière dans leur vie. « Prenez soin d'elle » demanda-t-elle à Raphaël, sa voix à peine audible. « S'il m'arrive quelque chose, prenez soin de ma fille. » Raphaël, même sans pouvoir voir le visage de Louise, sentit le poids de ces mots. Et à ce moment-là, il fit une promesse silencieuse non seulement à elle, mais aussi à lui-même. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ces deux familles que le destin avait entrelacées de manière si inattendue. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, c'est que le chemin qui les attendait serait encore plus ardu qu'ils ne pouvaient le prévoir. Et qu'avant de pouvoir trouver la guérison à leurs maux physiques, ils devraient d'abord guérir des blessures bien plus profondes, celles que ni le scalpel le plus précis, ni le médicament le plus puissant ne pourraient atteindre. Les résultats des examens de Louise arrivèrent le lendemain matin, apportant la nouvelle que tous redoutaient, un cancer de l'ovaire à un stade avancé. Le silence qui suivit le diagnostic fut assourdissant, brisé seulement par le son étouffé des pleurs contenus de Raphaël, qui, même sans pouvoir voir,
sentait le poids de la douleur qui emplissait la pièce. « Combien de temps ?» demanda Louise, la voix étonnamment ferme pour quelqu'un qui venait de recevoir une sentence si cruelle. L'oncologue, le docteur Camille Nourry, hésita. « Avec un traitement agressif, chimiothérapie, chirurgie, puis encore de la chimiothérapie, nous pouvons parler en années. Sans traitement, des mois peut-être. » « Et les chances de guérison ?» insista Louise. « À ce stade, environ 30%. Mais chaque organisme réagit différemment, et vous êtes jeune, ce qui augmente vos chances. » Dita que Raphaël avait insisté pour qu'elle reste dans la chambre de Mathieu pendant que les adultes discutaient, n'avait aucune idée de la tempête qui s'abattait sur sa mère. Pendant ce temps, assise au bord du lit de son ami, elle continuait à lire des histoires et à faire des plans pour quand il irait mieux. « Quand tu pourras voir, je te montrerai ce qu'est un arc-en-ciel, » disait-elle en tenant la main de Mathieu, « et nous irons au zoo, à l'aquarium et au parc d'attractions. Il y a tellement de choses à voir, Mathieu. » Le garçon souriait, ses yeux bleus qui ne voyaient pas brillants d'un espoir renouvelé. « Tu crois vraiment que je pourrais voir tout ça, Dita ?»« J'en suis sûre, » affirma-t-elle avec cette conviction inébranlable des enfants. « Le docteur Béatrice est le meilleur médecin du monde, tout le monde le dit, et ma mère a dit que si on enlève la chose qui sert ton cerveau, tu pourrais retrouver la vue. » Dans la salle de conférence où les adultes discutaient des deux cas, la tumeur de Mathieu et le cancer de Louise, l'atmosphère ne partageait pas le même optimisme. « Nous devrons coordonner les deux traitements, » expliquait le docteur Béatrice, qui avait étonnamment pris la tête de l'équipe médicale, même si elle n'avait pas encore officiellement accepté d'opérer Mathieu. La chirurgie du garçon ne peut pas attendre longtemps. Les convulsions deviennent plus fréquentes et plus sévères. Quant à Madame Simon, la première séance de chimiothérapie doit commencer dès que possible. Raphaël, assis la tête basse, absorbait chaque mot comme un coup physique. En moins d'une semaine, les deux personnes qui avaient ramené la lumière dans sa vie luttaient pour leur propre existence. « Comment allons-nous le dire à Dita ?» demanda-t-il, verbalisant enfin la question qui pesait sur le cœur de tous. Louise essuya une larme solitaire. « Avec la vérité. Ma fille est plus forte qu'elle n'en a l'air. Et plus important encore, elle mérite de savoir ce qui se passe. » Quand ils retournèrent dans la chambre, ils trouvèrent Dita et Mathieu endormis, la fillette toujours assise au bord du lit, la tête reposant près de celle de son ami, le livre « Le Petit Prince » ouvert sur ses genoux. La scène était d'une tendresse si pure que pendant un instant, personne n'eut le courage de les réveiller. « Regarde ça !» murmura Béatrice montrant les mains des enfants, fermement enlacés même dans leur sommeil. « C'est pour ça que je suis là. Pas pour toi, Raphaël, ni même seulement pour Hélène, mais pour eux. » Raphaël, incapable de voir la scène qui émouvait tant son ex-belle-sœur, pouvait sentir l'émotion dans sa voix. « Merci, Béatrice. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais eux la méritent. » Quelques heures plus tard, quand les enfants se réveillèrent, Louise s'assit à côté de sa fille et, avec la délicatesse que seule une mère possède, lui expliqua sa maladie. « C'est comme une bataille à l'intérieur de mon corps, ma chérie. De mauvaises cellules essaient de prendre le dessus, et je vais avoir besoin de médicaments très forts pour les combattre. » Les yeux de Dita s'emplirent de larmes. « Tu vas mourir, maman. Tout le monde meurt un jour, ma chérie. Mais je vais me battre de toutes mes forces pour rester avec toi encore très très longtemps. » Louise serra sa fille dans ses bras, se permettant pour la première fois de pleurer ouvertement. « Et pendant que je mènerai cette bataille, j'aurai besoin de ton aide. » Dita essuya ses larmes, redressant les épaules avec une détermination surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Comment je peux aider ? En étant forte, en prenant soin de toi quand je ne pourrai pas le faire. Et surtout, en continuant à être l'ami de Mathieu. Lui aussi a une bataille à mener. » La fillette regarda son ami qui avait écouté toute la conversation en silence, des larmes coulant sur son visage pâle. « On va se battre ensemble, n'est-ce pas, Mathieu ?»« Ensemble, » acquiesça-t-il, tendant la main en l'air que Dita saisit immédiatement. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. L'hôpital Saint-Conrad, conscient du pouvoir et de l'influence de Raphaël Vasseur, renonça finalement à ses objections à ce que Béatrice opère Mathieu, surtout après que Raphaël eut menacé de s'adresser à nouveau à la presse, cette fois pour exposer comment l'institution plaçait son image au-dessus de la vie d'un enfant. Pendant ce temps, Louise commençait sa première série de chimiothérapie. Le traitement était brutal, la laissant épuisée et nauséeuse. Ses beaux cheveux bruns commencèrent à tomber et elle décida bientôt de les raser complètement, pour s'épargner l'angoisse de les voir partir peu à peu.
Tu es toujours aussi belle, dit Raphaël quand elle revint du salon, la tête rasée. Il ne pouvait pas la voir, mais ses mains atteignirent le visage de Louise avec une délicatesse surprenante, ses doigts traçant doucement les lignes de son visage comme pour mémoriser chaque détail. « Comment peux-tu le savoir ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion du moment. « Je n'ai pas besoin de mes yeux pour voir ta beauté, Louise. Elle est dans ta voix, dans ta force, dans la façon dont tu prends soin des autres, même quand tu as besoin de soins toi-même. » Il y avait quelque chose de nouveau qui grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Au milieu du chaos et de la douleur, une connexion profonde s'épanouissait, un amour né de l'adversité partagée et du respect mutuel. La date de l'opération de Mathieu fut finalement fixée. L'intervention serait longue et délicate, avec des risques importants. La veille de l'opération, alors que Louise se reposait d'une autre séance de chimiothérapie débilitante, Raphaël s'assit à côté du lit de son fils pour une conversation qu'il avait reportée depuis trop longtemps. « Mathieu, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, tenant la petite main de son fils entre les siennes, « à propos du médecin qui va t'opérer demain. »« Le docteur Béatrice ?» demanda le garçon, somnolent. « Oui, elle est la sœur de ta mère, Mathieu, ta tante. » Le silence qui suivit fut rompu par la respiration accélérée du garçon qui traitait cette révélation. « Ma tante ? Mais pourquoi ne l'ai-je jamais rencontrée avant ?» Raphaël prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour expliquer une situation si complexe à un enfant. « Après l'accident qui a emporté ta mère et m'a pris la vue, ta tante Béatrice était très triste. Si triste qu'elle ne pouvait pas être près de nous, parce que cela lui rappelait ta mère. »« Elle me blâme pour l'accident ?» demanda Raphaël, craignant la réponse. « Pas toi, mon fils, jamais toi. Elle me blâme moi. Et peut-être qu'elle a raison. Que s'est-il passé dans l'accident, papa ? Tu ne me l'as jamais vraiment raconté. » C'était vrai. Raphaël avait toujours évité les détails, principalement parce que la culpabilité qu'il portait était trop lourde. Mais son fils méritait la vérité. « Nous revenions d'un dîner. Je m'étais disputé avec ta mère. Une bêtise, je ne m'en souviens même plus. Je conduisais trop vite, en colère. Je n'ai pas vu le camion qui arrivait en sens inverse. » Sa voix se brisa. « Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne pouvais plus voir, et ta mère, elle était partie pour toujours. Béatrice était là, anéantie par la douleur. Elle m'a crié dessus, m'a blâmé, et elle avait raison. » Mathieu serra la main de son père avec une force surprenante. « Ce n'était pas ta faute, papa, c'était un accident. Un accident que j'aurais pu éviter si je n'avais pas été aussi en colère. » admit Raphaël, des larmes coulant sur son visage marqué par la cicatrice. « Et maintenant, après 5 ans, ta tante Béatrice va t'opérer. Même en me détestant, elle est là pour toi. Parce que c'est un bon médecin, comme Dita le sera un jour, » dit Mathieu avec cette sagesse qui surgissait parfois de manière inattendue. Raphaël sourit entre ses larmes. « Oui, mon fils, exactement pour ça. » Le lendemain, alors que Mathieu était préparé pour la chirurgie, Dita entra dans la chambre vêtue d'un pyjama d'hôpital propre, un cadeau de l'équipe médicale qui avait été charmée par sa détermination. « Je suis venue te faire un câlin de bonne chance, » annonça-t-elle en s'approchant du lit. « Et je promets que je serai là quand tu te réveilleras. »« Si je ne peux pas voir quand je me réveillerai ?» demanda Mathieu, exprimant enfin sa plus grande peur. « Ça n'a pas d'importance, » répondit Dita sans hésiter. « Je te décrirai tout comme toujours, les couleurs, les formes, les gens, jusqu'à ce que tu puisses voir par toi-même. » Cette certitude absolue qu'il retrouverait la vue, venant d'une fillette d'à peine 11 ans, fit sourire Mathieu. « Merci, Dita. » Quand les infirmiers vinrent chercher le garçon pour la salle d'opération, il tint une dernière fois la main de son père. « Papa, si je peux voir après l'opération, je veux que la première chose que tu me montres soit une photo de maman. Je veux savoir à quoi elle ressemblait. » Raphaël hocha la tête, incapable de parler, une boule d'émotion lui nouant la gorge. Dans le couloir, alors que Mathieu était emmené, Béatrice s'approcha de Raphaël, le visage un masque de professionnalisme. « Nous allons commencer. L'opération devrait durer environ 6 heures. Je ferai de mon mieux, Raphaël. Pour lui, pour le fils d'Hélène. Je sais que tu le feras, Béatrice. Je te fais confiance. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Raphaël. Assis dans la salle d'attente, avec Dita endormie sur le canapé à côté et Louise lui tenant la main malgré sa propre faiblesse, il oscillait entre l'espoir et le désespoir. Que se passerait-il si l'opération tournait mal? Et si son fils survivait, mais ne retrouvait jamais la vue? Ou pire, s'il gardait des séquelles permanentes? « Arrête de penser au pire », murmura Louise,
comme si elle pouvait lire ses pensées. Mathieu est fort, et Béatrice est la meilleure dans son domaine. « Comment peux-tu t'inquiéter pour moi alors que tu traverses tout ça ?» demanda Raphaël, lui serrant doucement la main. « Parce que dans les moments difficiles, prendre soin des autres est parfois la meilleure façon de prendre soin de soi-même, » répondit-elle simplement. Finalement, après presque 7 heures d'attente angoissante, Béatrice apparut dans le couloir. Son visage épuisé ne révélait rien, et Raphaël, incapable de voir son expression, sentit son cœur s'accélérer. « Béatrice » appela-t-il en se levant. « Comment va-t-il »« L'opération ?»« L'opération a réussi, Raphaël, » répondit-elle, la voix fatiguée mais satisfaite. « Nous avons réussi à enlever complètement la tumeur. Elle était bénigne, comme nous le suspections, et bien qu'elle se trouvât dans une zone délicate, elle ne semble pas avoir causé de dommages permanents aux structures cérébrales. « Et sa vue ?» demanda Dita qui s'était réveillée à l'arrivée du médecin. « Est-ce qu'il pourra revoir ?» Béatrice sourit à la fillette. « Il est trop tôt pour le dire avec certitude, ma chérie. Mais il y a des signes prometteurs. Le nerf optique était comprimé par la tumeur depuis des années, ce qui expliquerait la perte progressive de la vision. Maintenant que nous avons soulagé la pression. Il y a une chance réelle, oui. » Un soupir collectif de soulagement emplit la pièce. Louise, malgré sa faiblesse, se leva pour serrer Dita dans ses bras, qui sautaient de joie. « Quand pourrons-nous le voir ?» demanda Raphaël. « Il est en salle de réveil maintenant. Dans quelques heures, il sera transféré en soins intensifs pédiatriques, où il restera au moins 48 heures. Vous pourrez lui rendre une brève visite dès qu'il sera transféré. » Avant que Béatrice ne puisse s'éloigner, Raphaël fit un pas dans sa direction. « Béatrice, il n'y a pas de mots pour te remercier de ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait pour toi, Raphaël. Je sais. Tu l'as fait pour Hélène et pour Mathieu, mais quand même, merci. » Quelque chose dans la sincérité de ces mots sembla finalement briser la barrière que Béatrice avait érigée autour de son cœur. Ces mots suivants furent chargés d'une émotion qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « J'ai passé 5 ans à te haïr, Raphaël. À te haïr d'avoir conduit cette nuit-là, de t'être disputé avec Hélène, d'avoir survécu quand elle n'a pas survécu. C'était plus facile de canaliser toute ma douleur en colère dirigée contre toi que d'affronter la vérité. Les accidents arrivent. Et ma sœur n'aurait pas voulu que je passe le reste de ma vie à nourrir cette haine. » Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Béatrice. « Quand j'ai vu ton fils aujourd'hui, les mêmes yeux qu'Hélène, la même détermination, j'ai réalisé que je ne peux plus porter ce fardeau. Et toi non plus. Tu ne devrais pas. » Raphaël, guidé par le son de sa voix, trouva le chemin jusqu'à Béatrice et, hésitant, ouvrit les bras. À la surprise de tous, elle accepta l'étreinte, se permettant enfin de pleurer la perte de sa sœur, non pas avec colère, mais avec le deuil sincère qu'elle avait réprimé depuis si longtemps. Là, dans le couloir aseptisé d'un hôpital, parmi des personnes unies par le hasard et maintenues ensemble par l'affection, commençait un processus de guérison qui allait bien au-delà des compétences de n'importe quel médecin ou du pouvoir de n'importe quel médicament. 2 jours plus tard, lorsque Mathieu fut transféré dans une chambre privée, sa vision était toujours inchangée. Mais les médecins assuraient que c'était normal. La récupération, si elle venait, serait progressive. L'important était qu'il réagissait bien, sans signe d'infection ou de complications post-opératoires. Un après-midi pluvieux, alors que Mathieu se reposait et que Louise récupérait d'une autre séance de chimiothérapie, Raphaël reçut un appel troublant de son avocat. « Monsieur Vasseur, nous avons un problème. Georges Ferrier, le père biologique de Marie-Édith, est réapparu. Il exige la garde de la fillette. » Raphaël sentit son sang se glacer. Comment est-ce possible? Il a abandonné l'enfant il y a des années. Il n'a jamais contribué d'1 centime à son éducation. Il semble qu'il ait vu l'histoire dans les médias. Il sait que la fillette vit maintenant avec un milliardaire et veut profiter de la situation. Il prétend n'avoir jamais légalement renoncé à sa paternité et que Louise l'a empêché de voir sa fille. C'est absurde. Louise ne sait même pas où il est depuis des années. Je sais, monsieur. Mais il a engagé un avocat agressif et le juge a fixé une audience préliminaire pour la semaine prochaine. Étant donné l'état de santé de Madame Simon, il prétend qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper correctement de sa fille. L'indignation de Raphaël était si grande qu'il pouvait à peine articuler des mots. Comment annoncer cela à Louise, déjà si fragilisée par la maladie? Comment dire à Dita que le père qui ne s'était jamais soucié d'elle voulait maintenant l'arracher à sa mère et au nouveau foyer qu'elles avaient trouvé?
Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Raphaël marchait, inquiet, dans la maison, sa canne guidant ses pas dans les couloirs familiers. Il s'arrêta en entendant un bruit faible venant de la chambre de Mathieu, où le garçon était revenu après sa sortie de l'hôpital. En ouvrant silencieusement la porte, il réalisa que Mathieu n'était pas seul. Dita dormait dans un fauteuil, transformé en lit d'appoint à côté de lui, leurs mains à nouveau enlacées même dans leur sommeil. La scène, que Raphaël ne pouvait qu'imaginer, lui serra le cœur. « Ces enfants méritent de rester ensemble », murmura-t-il pour lui-même, « et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Raphaël rassembla son courage pour parler à Louise de la situation avec Georges. Sa réaction fut un choc initial, suivi d'une détermination féroce qu'il n'attendait pas de quelqu'un d'aussi affaibli par le traitement. « Il ne prendra pas ma fille », déclara-t-elle, la voix faible mais résolue. « Je ne le permettrai jamais. »« Nous ne le permettrons pas, » corrigea Raphaël. « Nous sommes ensemble dans cette bataille, Louise, comme dans toutes les autres. » Quand ils informèrent Dita de la situation, sa réaction les surprit tous les deux. Au lieu de la peur ou de la confusion, la fillette fit preuve d'une clarté effrayante pour son âge. « Il n'est pas mon père, » dit-elle simplement. « Un père, c'est celui qui s'occupe, qui aime. Il n'a jamais rien fait de tout ça. » Le jour de l'audience, le tribunal était bondé. D'un côté, Georges Ferrier, un homme à l'apparence négligée malgré son costume neuf clairement acheté pour l'occasion. De l'autre, Louise, pâle et sans cheveux à cause de la chimiothérapie, mais d'une dignité impressionnante. À ses côtés, Raphaël, élégant même dans sa cécité, et Dita, sérieuse dans une robe simple mais bien repassée. À la surprise de tous, Mathieu avait insisté pour venir aussi, la tête encore partiellement bandée. « Elle a été avec moi quand j'en avais le plus besoin », avait-il argumenté avec son père. « C'est maintenant à mon tour d'être avec elle. » L'avocat de Georges présenta son cas avec une agressivité calculée, dépeignant Louise comme une mère incapable en raison de sa maladie et insinuant qu'elle avait profité de la situation de Mathieu pour attirer l'attention d'un homme riche. Quand vint son tour de parler, Louise se leva avec difficulté, refusant toute aide. Sa voix, bien que faible, portait une force morale qui fit taire la salle. « J'ai élevé ma fille seule depuis qu'elle a 2 ans, lorsque M. Ferrier a simplement disparu. Jamais un appel, jamais un cadeau d'anniversaire, jamais une visite. Maintenant, il réapparaît non par amour pour la fille qu'il a abandonnée, mais pour l'argent qu'il imagine pouvoir obtenir. » Elle fit une pause, respirant avec difficulté. « Je suis malade, oui, mais chaque jour qu'il me reste à vivre sera consacré à prendre soin de ma fille, à l'aimer, à la préparer pour l'avenir. Et j'ai à mes côtés des personnes qui l'aiment aussi, qui ont formé avec elle une véritable famille, non pas de sang mais de cœur. » Georges se leva, furieux. « C'est ma fille, j'ai des droits. »« T'as des droits ?» l'interrompit Raphaël en se levant à son tour. « Les droits se méritent, monsieur Ferrier. Par la présence, par l'attention, par l'amour. Vous n'avez aucun droit sur Marie-Édith parce que vous n'avez jamais rempli vos devoirs envers elle. » La juge, une femme d'âge mûr aux yeux perçants, observait tout avec attention. Finalement, elle demanda à entendre Dita, qui s'approcha d'un pas ferme. « Marie-Édith, » commença la juge gentiment. « C'est une situation compliquée à comprendre pour une enfant de ton âge, mais j'ai besoin de savoir ce que tu ressens, ce que tu veux. » Dita regarda directement la juge, puis sa mère, Raphaël et Mathieu, et enfin Georges. « Je ne le connais pas, » dit-elle en désignant l'homme qui était son père biologique. « Il n'a jamais été là quand j'avais besoin de lui. Mon vrai père, c'est celui qui m'aime, pas celui qui m'a abandonné. » Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, elle se dirigea vers Raphaël et lui prit la main. « Monsieur Raphaël me traite comme sa fille depuis le premier jour. Il s'occupe de ma mère quand elle est malade. Il me donne des opportunités que je n'ai jamais eues. Il est plus un père pour moi en quelques mois que cet homme ne l'a été dans toute ma vie. » La salle entière semblait retenir son souffle. La juge observa la scène un long moment, puis soupira profondément. « J'ai vu de nombreux cas de litige de garde dans ma carrière, mais peu d'aussi clairs que celui-ci. La paternité n'est pas seulement biologique, monsieur Ferrier, elle se construit jour après jour. » Elle ajusta ses lunettes, regardant directement l'homme. « Votre demande de garde est rejetée. De plus, je recommande une enquête sur vos véritables intentions, avec une possibilité de poursuite pour tentative d'extorsion. » Un murmure parcourut la salle, tandis que Georges se levait, furieux, retenu par son avocat qui semblait tout aussi déçu du résultat. À l'extérieur du tribunal, alors que la pluie tombait doucement sur Paris,
Louise serra sa fille dans ses bras avec toute la force qu'elle put rassembler. Raphaël et Mathieu se joignirent à l'étreinte, formant un cercle protecteur autour de Dita. « Je crois que nous sommes maintenant officiellement une famille, » dit Raphaël en souriant. « Nous l'étions déjà, » répondit Dita. « Sauf que maintenant tout le monde le sait. » 6 mois passèrent. L'automne peignait les arbres du jardin de teintes rouges et dorées, créant un paysage que Mathieu observait, fasciné, depuis la fenêtre de sa chambre. Oui, il observait. 3 mois après l'opération, sa vision avait commencé à revenir progressivement. D'abord seulement des silhouettes et des ombres, puis des formes plus définies, et enfin des couleurs. Ce n'était pas une vision parfaite. Il aurait besoin de lunettes pour le reste de sa vie, et certains détails resteraient flous. Mais pour quelqu'un qui avait vécu dans l'obscurité pendant si longtemps, c'était un miracle. La première chose qu'il demanda à voir, comme promis, fut une photo de sa mère. Il pleura en reconnaissant dans cette image les mêmes yeux bleus qu'il voyait dans le miroir. La deuxième chose qu'il voulut voir fut Dita, confirmant que son amie était exactement comme il l'avait imaginé, des cheveux bouclés, de grands yeux expressifs, et un sourire qui semblait illuminer le monde autour d'elle. Louise continuait sa bataille contre le cancer. Le traitement était brutal, mais il fonctionnait. Les médecins parlaient de rémission partielle, des mots qui apportèrent de l'espoir là où il n'y avait eu que du désespoir. Et Raphaël et Louise, ce qui avait commencé comme de la gratitude et du respect mutuel, s'était épanoui en quelque chose de plus profond. Un après-midi tranquille, alors que les enfants étudiaient avec leur tuteur particulier, Raphaël demanda à Louise en mariage. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Le cancer peut revenir, et nous y ferons face ensemble si cela arrive, » promit-il. « Je ne demande pas de garantie d'un avenir lointain, Louise. Je demande de partager le présent chaque jour que nous aurons. » Le mariage fut simple et intime, célébré dans le jardin de la maison. Mathieu fut le témoin de son père, fier dans son premier costume. Dita, en tant que demoiselle d'honneur de sa mère, répandait des pétales de rose sur le chemin. Et à la surprise de tous, Béatrice était présente, apportant comme cadeau une bourse d'études pour Dita dans un programme spécial pour jeunes aspirants médecins, géré par l'université même où elle enseignait. « Elle a le don », expliqua Béatrice à Raphaël, « le même que j'ai vu chez Hélène quand nous étions jeunes, la même compassion, la même détermination. » Dans les mois qui suivirent, la maison autrefois silencieuse se transforma véritablement en un foyer. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs. La musique du piano que Mathieu avait repris avec un enthousiasme renouvelé remplissait les après-midi, et les conversations autour de la table du dîner se prolongeaient tard dans la nuit. L'une de ces soirées, alors qu'il célébrait le 12e anniversaire de Dita, Raphaël proposa un toast spécial. Tous levèrent leurs verres, les enfants avec du jus de raisin, les adultes avec du vin. Aux 30 qui ont détourné le regard, commença-t-il, la voix brisée par l'émotion, et à la seule qui a vu plus que tous les autres. Dita rougit, peu habituée à être ainsi le centre de l'attention. Mais Mathieu, désormais capable de voir la rougeur sur le visage de son ami, compléta le toast. À la fille qui m'a appris qu'on n'a pas toujours besoin de ses yeux pour voir ce qui compte vraiment. Louise, même faible, sourit radieusement. Et à la famille que nous avons trouvée quand nous nous y attendions le moins. Béatrice, désormais une présence constante dans leur vie, ajouta « à la guérison qui vient non seulement de la médecine, mais de l'amour et de la compassion. » Et ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon de Paris, cette famille improbable, unie non par le sang mais par quelque chose de bien plus fort, célébrait non seulement un anniversaire, mais chaque jour qu'ils avaient ensemble. Chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire. Le chemin à parcourir comporterait encore des défis. La santé de Louise restait fragile. La vision de Mathieu nécessitait des soins constants, et Dita ferait face à la pression de grandir, partagée entre deux mondes, celui de la richesse dans lequel elle vivait maintenant et celui de la simplicité de ses origines. Raphaël, de son côté, continuait à porter le poids de son passé, bien qu'il le fît désormais avec des épaules plus légères, renforcé par le pardon de Béatrice et l'amour de sa nouvelle famille. Mais cette nuit-là, à ce moment-là, tout cela semblait lointain. Ce qui importait, c'était le présent. L'éclat dans les yeux de Mathieu en voyant pour la première fois les bougies du gâteau allumées, le sourire de Dita en ouvrant des cadeaux qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir, la main de Louise fermement enlacée à celle de Raphaël, transmettant une promesse silencieuse de faire face ensemble,
à tout ce que l'avenir leur réserverait. Et quand la dernière part de gâteau fut servie et la dernière histoire de la soirée racontée, quand les enfants s'endormirent enfin et que les adultes se retirèrent, la demeure qui avait un jour été un simple symbole de richesse et de solitude reposait, sereine, transformée par le pouvoir de la rencontre entre deux familles que le destin, dans sa mystérieuse sagesse, avait décidé d'unir.